Un garçon sauve un millionnaire en criant « Votre avion a été saboté. Ne volez pas ». Le cœur d'Enzo battait à tout rompre, tandis qu'il courait sur le tarmac brûlant de l'aérodrome de Valmont, ses baskets frappant l'asphalte avec frénésie. La chaleur de juin montait en vagues étouffantes. L'air ondulait au-dessus de la piste, et le jet privé étincelait sous le ciel sans nuages. Les turbines rugissaient déjà. Les marches du jet se rétractaient dans la carlingue dans un gémissement mécanique. Chaque seconde comptait. Chaque foulée était une tentative désespérée contre l'inévitable. « Arrêtez-le » cria une voix derrière lui. Mais Enzo n'écoutait plus. Il avait vu les flammes potentielles. Il avait senti au creux du ventre ce malaise glacial qu'il avait réveillé à l'aube. Ce n'était pas un simple pressentiment. Il avait entendu. Il avait vu les hommes rôder autour de l'avion la veille. Des outils, des gestes furtifs, des mots échappés. Il avait tout noté. Personne ne voulait l'écouter. Personne n'écoutait jamais un gamin des quartiers oubliés. Il cria, sa voix se brisant contre le rugissement des moteurs, agitant les bras comme des drapeaux de détresse. Ses pommes battaient l'air désespérément, comme s'il pouvait couper le ciel lui-même pour y imprimer son message. Personne ne l'entendait. Le pilote, concentré sur ses dernières vérifications, jeta un bref regard vers l'agitation, fronça les sourcils, mais ne bougea pas. 2 agents de sécurité surgirent de chaque côté, leurs radios crépitant, visage dur, mâchoire serrée en voyant ce gamin échevelé franchir la clôture. Ils n'avaient pas besoin de poser de questions. Dans leur monde, un adolescent qui court vers un jet privé ne peut qu'être une menace, une erreur, une intrusion à corriger. À l'intérieur de la cabine, une femme d'affaires feuilletait un dossier sans lever les yeux. Laure Belmont, fondatrice de Belmont Avionics, portait un foulard noué sur ses cheveux blancs et des boucles en perles qui scintillaient dans la lumière crue de la cabine. Ses doigts tournaient les pages avec une précision tranquille. Elle n'avait pas encore remarqué la panique dehors. Enzo glissa sur une flaque d'huile, rattrapa son équilibre et bondit à nouveau. Il échappa à une main qui tentait d'agripper son sweat. Son épaule heurta violemment la hanche de l'agent. Il faillit tomber. Son genou racla l'asphalte, mais il se redressa avec un cri étouffé, courant droit vers le jet comme si sa vie en dépendait. Parce qu'elle n'en dépendait pas. Mais celle de cette femme, oui. Et de tout son équipage. La peur, les voix, la pression, tout s'effaça sauf cette certitude pure, acide, irrévocable. « Votre avion a été saboté !» hurla-t-il, les cordes vocales prêtes à se déchirer. « Ne volez pas !» Il ne savait pas s'il criait à elle, au pilote, à Dieu ou à l'univers. Mais ces mots fendirent l'air comme des éclairs. Un agent le plaqua au sol au moment où les mots s'envolaient. Ses genoux frappèrent l'asphalte. Ses bras furent tirés brutalement derrière son dos. Une douleur vive lui traversa la hanche, mais il ne cria pas. Il devait voir. Il devait s'assurer qu'elle avait entendu. Et c'est alors que Laure Belmont tourna enfin la tête. Son regard quitta les colonnes chiffrées de son contrat, franchit la cabine, glissa jusqu'au hublot teinté. Par-delà le verre, elle croisa son regard. Ce n'était qu'un instant, une fraction de souffle entre 2 battements de cœur. Un garçon. Jeune, haletant, les yeux grands ouverts, brûlant de terreur, de conviction, de feu. Il ne mentait pas. Elle n'avait jamais vu ce visage, ne connaissait pas son nom. Mais quelque chose en elle, quelque chose de très ancien, de très humain, répondit à cet appel muet. Elle vit dans son visage une vérité brute. 3 jours plus tôt, Enzo Delmas, 15 ans, observait un petit avion décoller au loin depuis sa fenêtre, pieds nus sur le parquet froid de sa chambre. Le moteur bourdonnait faiblement dans le ciel du matin, un point blanc qui grimpait lentement au-dessus des collines embrumées. Il resta immobile, absorbé par la trajectoire, le cœur battant avec une étrange nostalgie mêlée d'envie. Son monde était peuplé d'avions. Des affiches de Spitfire jaunies par le soleil sur les murs, des croquis de jets modernes dessinés à la main, des maquettes de F-16 et d'hélices de biplans suspendus au plafond comme un ciel figé en plein vol. Chaque objet portait l'empreinte de sa passion, mais aussi de son deuil. Un scanner radio bricolé trônait sur son bureau, entouré de câbles tordus, de vieilles piles, de ciseaux rouillés et d'un cahier de fréquences raturé. Il passait des heures à capter les transmissions des pilotes amateurs ou les signaux d'alerte, espérant parfois entendre un appel codé, une voix familière,
quelque chose que personne d'autre n'aurait remarqué. Enzo, école, appela sa mère depuis la cuisine, sa voix couvrant à peine le grésillement du poste. Il resta un instant de plus, figé entre ciel et sol, puis répondit d'un ton distrait. « J'arrive. » En quittant la pièce, il tendit la main, un réflexe ancré, et tapota du bout des doigts la photo encadrée posée près de la porte. C'était son père, Mathieu Delmas, vêtu de sa combinaison de vol, souriant, debout devant un Falcon 2000. Une étiquette blanche, écrite à la main, y était collée. « Papa, 2010 ». Il avait disparu 5 ans plus tôt, dans un crash dont personne ne parlait vraiment. Ni corps, ni boîte noire. Juste du silence, des dossiers classés et ce vide insupportable que le temps ne comblait pas. En bas, l'odeur du café se mêlait au beurre grillé. Le parquet grinçait sous ses pas, tandis qu'il rejoignait la cuisine. Sa mère, Claire, en uniforme d'aide-soignante, attachait ses cheveux en queue de cheval, tout en surveillant la poêle d'un œil fatigué. Elle lui tendit un sac de déjeuner en papier brun, décoré de petits dessins au feutre qu'il avait fait autrefois. Et n'oublie pas Médor chez Madame Bérard. Elle laisse 10 € dans la boîte aux lettres. Elle parlait vite, comme chaque matin, entre 2 gestes précis. Enzo acquiesça, attrapa son sac, glissa son téléphone dans la poche arrière. « Ça va direct dans la cagnotte vol », lança-t-il, un sourire discret en coin. Claire s'arrêta une seconde, le regarda avec tendresse, une fierté douce voilée par l'épuisement. Elle s'approcha, lui ébouriffa les cheveux d'un geste affectueux. « Ton père serait fier de toi, mon cœur. » Il baissa les yeux, remua la semelle de ses baskets sur le carrelage. Il ne savait jamais quoi répondre à ça. Il voulait y croire. Vraiment. Mais parfois, l'image de l'avion en flammes l'écrasait de silence. « Ouais », souffla-t-il, presque inaudible. Il était à 300 € de son premier cours de pilotage. Il connaissait chaque tarif, chaque formule de l'aéroclub local par cœur. Il économisait chaque pièce, faisait des courses pour les voisins, gardait des chiens, réparait des sonnettes. Tout ce qu'il fallait. Il avait même vendu ses jeux vidéo, troqué des affaires sur les brocantes, refusé des sorties. Il calculait chaque dépense avec la précision d'un comptable, et chaque soir, notait les entrées dans un carnet à spirale noire. Son père lui avait promis de tout lui transmettre. Comment lire le ciel, comment interpréter les vents, comment poser un avion en silence, comme une plume tombée du nuage. Il lui avait parlé d'adrénaline, de discipline, d'humilité face à la machine. Il lui avait tendu un vieux casque en disant « Celui-là sera à toi, un jour ». Enzo l'avait caché dans une boîte sous son lit, comme un trésor sacré, mais la promesse s'était envolée dans une boule de feu. Sur la route, en passant l'aérodrome, Enzo s'écria, la voix tremblante d'un mélange d'excitation et de respect. « C'est un aérion V95, vitesse de croisière Mach 0.9, valeur au moins 80 millions. » Il s'était redressé sur son siège, collant presque le front à la vitre de la voiture, les yeux rivés sur le fuselage étincelant de l'appareil, stationné à bonne distance derrière les clôtures grillagées. Ses pupilles semblaient absorber chaque détail, chaque ligne aérodynamique, comme s'il pouvait, par la seule force de son regard, en capter les secrets. Claire haussa les sourcils, les mains crispées sur le volant. « Quelqu'un d'important est en ville, » dit-elle avec un ton à la fois amusé et surpris. Elle n'avait pas besoin de regarder son fils pour sentir à quel point il bouillait d'enthousiasme. Elle connaissait ce ton chez lui, cette fièvre tranquille qui ne s'enflammait que pour les choses qui touchaient le ciel. Enzo plissa les yeux, cherchant à mieux distinguer les marquages sur la carlingue blanche. Son cœur battait vite, comme lorsqu'il tombait sur un prototype rare dans ses magazines d'aviation. C'est l'insigne de Belmont Avionique. C'est Laure Belmont. Il avait à peine murmuré son nom, comme s'il ne voulait pas le prononcer trop fort, par respect ou par peur de se tromper. Claire siffla doucement, impressionnée. La femme qui a conçu un système de navigation dans son garage à 23 ans? Enzo hocha la tête, les yeux brillants d'admiration. Mon père utilisait ces systèmes. Il disait qu'ils étaient plus fiables que ceux des militaires. Un silence s'installa dans l'habitacle, dense et chargé de souvenirs. Claire serra un peu plus fort le volant, sans rien dire. Elle aussi pensait à Mathieu, à ses récits passionnés, à ses envolées techniques qu'elle ne comprenait pas toujours, mais qu'elle écoutait avec amour. « Enzo,
lui, se replongeait dans la mémoire de ses discussions partagées au bord d'un lit ou dans le jardin, à regarder les avions passer dans le ciel d'été. Toute la journée, Enzo ne pensait qu'à ce jet. Les cours défilaient devant lui, sans qu'il les voie. Même la voix monotone de Monsieur Lemoine, pourtant capable d'assommer une classe entière en moins de 5 minutes, ne parvenait pas à couvrir le vrombissement imaginaire des réacteurs dans sa tête. Il notait machinalement, mais son esprit tournait à plein régime, calculant la poussée nécessaire, la masse à vide, les portées maximales. À midi, il s'isola sur le banc le plus éloigné de la cour, là où personne n'allait jamais. Ouvrant son carnet, il esquissa l'avion dans ses moindres détails. Courbes précises, ailes fuselées, rivets comptés un à un avec une minutie presque religieuse. Il traça le profil des nacelles, annota les dimensions avec soin et indiqua le centre de gravité comme il avait appris à le faire dans les livres de son père. Ses doigts étaient tachés de graphite et son souffle s'était ralenti. Ce rituel l'apaisa, comme à chaque fois. Dessiner, c'était comprendre. Et comprendre, c'était se rapprocher du ciel. Derek, un costaud de sa classe, au rire trop fort et aux mains toujours prêtes à bousculer, s'approcha avec sa bande. Enzo sentit leur présence avant de les voir, une ombre sur son épaule, une tension dans l'air. Derek lui arracha le carnet sans prévenir, l'agitant comme une proie. « Encore en train de jouer au pilote ?» lança-t-il moqueur, ses complices ricanant derrière lui. Enzo leva calmement les yeux vers lui. Il n'avait pas peur, pas cette fois. « Ce sont des schémas, mon père était pilote. » Un silence bref, presque gênant, tomba sur le petit groupe. Derek resta muet un instant, les doigts crispés sur le carnet. Il y jeta un œil, vit les lignes tracées avec soin, les annotations précises, les chiffres qu'il ne comprenait pas. Puis, sans un mot, il tendit le carnet à Enzo, les yeux fuyants. Il n'y avait plus de moquerie dans son regard, seulement un flou d'incompréhension et peut-être une pointe de respect. Enzo le reprit sans commenter. Il rouvrit le carnet à la bonne page, lissa du pouce un pli dans le papier et continua à dessiner comme si rien ne s'était passé. Mais en lui, quelque chose avait changé. Il n'y avait plus d'hésitation. Une décision s'imposa, simple, évidente, comme une vérité silencieuse. Il devait voir cet avion de près. 20 minutes plus tard, les mains moites, mais le regard déterminé, Enzo s'était glissé derrière les bosquets longeant le flanc sud de l'aérodrome. Il avait laissé son sac à dos dissimulé sous un buisson épais, là où la terre formait une cuvette naturelle, protégée des regards. Son cœur battait vite, mais pas de peur, d'urgence, d'intuition, de cette conviction intime que quelque chose n'allait pas. Il connaissait chaque recoin de ce terrain depuis l'enfance, chaque trou dans le grillage, chaque changement de personnel. Il s'était souvent posté ici, avec des jumelles bricolées, pour observer les atterrissages, griffonnant ensuite ce qu'il avait vu dans son carnet. Aujourd'hui, il franchissait la limite. Il repéra la brèche dans la clôture, une portion affaissée derrière un tas de gravats où l'herbe avait tout envahi. Sans hésiter, il se faufila à travers, faisant attention à ne pas arracher son blouson sur le fil tordu. Une fois de l'autre côté, il se redressa, se frotta les genoux et avança d'un pas souple le long du hangar principal. Il longea des bennes à outils, contourna un chariot élévateur abandonné, puis se dirigea vers la zone de maintenance. Gus, un vieil employé à la démarche traînante, frottait une voiturette avec un chiffon gras. Il leva les yeux à l'approche du garçon. « Journée pédagogique ?» lança-t-il, son ton bourru adouci par une sorte d'affection résignée. « Ouais », répondit Enzo, feignant l'indifférence, comme s'il traînait simplement autour pour tuer le temps. Gus plissa les yeux. « Fais gaffe, il y a du monde autour du jet VIP. On dirait que le président en personne va débarquer. » Enzo hocha la tête et reprit sa route, le cœur tambourinant à ses tempes. Il connaissait Gus depuis qu'il avait 10 ans. L'homme ne poserait pas de questions. Tant qu'Enzo ne faisait pas de grabuge, il serait invisible. Il s'approcha du jet en restant à l'ombre d'un bâtiment technique. L'appareil brillait dans la lumière d'après-midi, immobile, parfait. Il semblait coupé du monde, comme suspendu entre deux instants. Le soleil frappait le fuselage poli, qui renvoyait une lueur vive, presque aveuglante. L'aérion V-95, bête de vitesse, de luxe et de technologie. Et à quelques mètres, il était là. En chair, en métal, en rêve. En contournant prudemment l'arrière, là où personne ne semblait poster de garde,
il repéra un détail étrange. Un petit panneau d'accès à la base de l'empennage vertical était décalé. Ce genre de panneau était censé être parfaitement aligné, hermétiquement clos. Ce détail le frappa immédiatement. Enzo se pencha, le souffle court. Le panneau vibra légèrement sous ses doigts. Il jeta un regard autour de lui, puis l'ouvrit, lentement, prudemment. À l'intérieur, un petit appareil noir, de la taille d'un téléphone portable, était fixé à une conduite hydraulique. Une lumière rouge y clignotait à intervalles réguliers. Enzo sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas un composant habituel. Ce n'était pas un transpondeur ni une balise d'inspection. C'était quelque chose d'autre. Une bombe? Un sabotage? Son cerveau tournait à toute vitesse. Il referma le panneau en tremblant, avala difficilement sa panique, puis recula. Il devait prévenir quelqu'un. Il devait agir. Il se cacha derrière un caisson à roulettes, le cœur battant à tout rompre. Des bruits de pas. Des talons, des chaussures cirées. Un groupe approchait. Des hommes et femmes en tailleurs sombres, oreillettes vissées, radios grésillantes, lunettes teintées. Ils avançaient vite, sans un mot de trop, leur formation dessinant naturellement un cercle autour de la silhouette centrale. Une femme aux cheveux noués avec précision, mais la posture droite comme une tige d'acier, l'expression aiguisée comme un rasoir. Laure Belmont. Il n'y avait aucun doute. Elle dégageait quelque chose d'intouchable, une autorité tranquille mais absolue. Ceux qui l'entouraient s'effaçaient légèrement, comme s'ils savaient qu'il n'était là que pour suivre. Enzo n'eut qu'un instant d'hésitation. Il se redressa brusquement de sa cachette, la voix déchirée par la tension. « Madame Belmont, n'embarquez pas !» Les agents de sécurité réagirent en une fraction de seconde. 3 se ruèrent sur lui. 2 mains l'agrippèrent aux épaules, une autre le plaqua au sol. Son visage heurta le béton, le souffle coupé. Mais il hurla, fort, plus fort que le bruit des turbines qui commençaient à vibrer au loin. Il y a un dispositif dans la queue de l'avion, quelque chose d'anormal. Un silence brutal s'abattit sur la scène. Même les radios se turent. Le vent sembla retenir son souffle. « Laissez-le parler », ordonna une voix. Calme, tranchante. C'était elle. Laure Belmont descendait lentement l'escalier rétractable, chaque pas résonnant comme une détonation feutrée sur le tarmac. Elle s'approcha du groupe, ses yeux fixés dans ceux du garçon toujours maintenu au sol. Elle fit un signe de la main. Les agents le relâchèrent. Enzo se redressa, les mains écorchées, les genoux tremblants, mais il tint bon. « Explique », dit-elle simplement. Enzo inspira profondément, son souffle encore instable. « Mon père m'a montré les schémas de ces jets. Ce que j'ai vu n'a rien à y faire. Il y avait un dispositif noir, collé à la conduite hydraulique principale de l'empennage. Une lumière rouge clignotait. Il marqua une pause, cherchant ses mots, priant pour ne pas paraître fou. « Si je me trompe, vous perdez 10 minutes. Si j'ai raison, vous évitez une tragédie. » Elle le scruta longuement, son visage impassible, mais ses yeux ne le quittaient pas. Il semblait évaluer, calculer, mesurer chaque mot, chaque tremblement. Puis, lentement, elle se tourna vers ses agents. Vérifiez. 10 minutes plus tard, le vent avait changé de direction, et l'atmosphère sur le tarmac était figée, comme en suspension. Les moteurs du jet avaient été coupés, les techniciens s'affairaient en silence, leurs visages tendus, les gestes précis. Le chef de la sécurité revint en trottinant, le teint livide, les sourcils froncés à l'extrême, un dossier dans une main et un téléphone encore allumé dans l'autre. Il s'arrêta devant Laure Belmont, tenta de reprendre son souffle, puis lâcha d'une voix étranglée. « L'appareil est réel. » Il marqua une pause. Installé sans autorisation, dans une cavité structurelle non destinée à accueillir ce type de matériel. Le silence s'épaissit. Il était relié à la conduite hydraulique de l'empennage. Le technicien dit que c'était assez sophistiqué pour rester indétectable lors d'un prévol classique, mais suffisamment dangereux pour provoquer une perte de contrôle à haute altitude. Une défaillance de l'élévation ou une rupture brutale des surfaces de contrôle. Il leva les yeux vers Laure, et cette fois, il n'y avait plus d'assurance dans sa posture, seulement la gravité d'un homme qui venait de comprendre ce qu'il aurait pu coûter. Il aurait pu provoquer un crash en plein vol. Laure ferma lentement les yeux. Aucune crispation sur son visage, mais la tension se lisait dans la manière dont ses épaules se figèrent. Elle inspira longuement, rouvrit les paupières, puis déclara d'une voix calme mais ferme.
alertez les autorités. Que personne ne touche à l'appareil. Scellez la zone et isolez l'équipe de maintenance jusqu'à nouvel ordre. Le chef de la sécurité acquiesça en silence, puis repartit d'un pas rapide, aboyant des ordres dans son talkie-walkie. Pendant ce temps, Enzo, encore un peu secoué, avait été conduit dans une salle de briefing au fond d'un bâtiment adjacent, un espace impersonnel avec une grande table, un miroir sans teint et un gobelet d'eau tiède sur une chaise. Il attendait là, assis bien droit, ses doigts triturant le bord du gobelet, l'esprit encore embué. La porte s'ouvrit enfin. Claire entra précipitamment, le souffle court, ses cheveux encore attachés à la va-vite sous sa casquette d'infirmière. Elle referma la porte derrière elle et sans un mot le serra contre elle avec force. Elle tremblait. Elle sentait encore l'odeur du désinfectant sur ses mains, mais à cet instant, elle ne pensait qu'à une chose. Son fils était vivant, debout, entier. « Qu'est-ce qui t'a pris ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'un mélange d'effroi, de colère et d'un amour immense. Enzo enfouit son visage contre son épaule, puis il souffla simplement. « J'ai vu, maman. J'étais sûre. » Elle recula un peu, le regard dans les yeux. Il avait grandi, d'un coup. C'était plus juste un gamin rêveur qui dessinait des avions. Il était devenu quelqu'un capable de prendre des décisions que même les adultes hésitaient à affronter. Elle hocha lentement la tête, ses yeux embués, puis lui caressa la joue. La porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois, ce fut Laure Belmont qui entra, précédée d'un agent qui s'effaça aussitôt. Elle ne portait plus son tailleur, mais une veste sobre, et avait relevé ses manches. Elle paraissait fatiguée, mais chaque geste restait mesuré, contrôlé. Elle s'adressa à Claire avec une dignité simple, sans cérémonial. « Madame Delma, votre fils m'a sauvé la vie, et probablement celle de mon équipage. » Claire, droite, ferma les yeux un instant. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle déclara, la voix posée mais chargée d'émotion. « Il n'aurait pas dû être là, mais je suis fière de lui. » Un silence respectueux s'installa. Laure Belmont tourna alors la tête vers Enzo, le détaillant avec une curiosité plus personnelle. Pas celle d'une ingénieure ou d'une chef d'entreprise. Une curiosité humaine, attentive. Elle s'approcha, puis dit doucement « J'ai connu votre père. » Enzo sursauta. Il ne s'y attendait pas. Un génie discret, brillant. Il m'a contacté il y a 10 ans. Il avait conçu un système de commande adaptatif, révolutionnaire. Il m'en a parlé une fois, brièvement, puis il a disparu du radar. Après sa mort, tout a disparu. Aucun brevet, aucun schéma, rien. Elle fit une pause, un soupir silencieux. J'ai toujours pensé que quelqu'un avait voulu enterrer ce projet. Puis elle sortit une carte de visite de la poche intérieure de sa veste, la tendit à Enzo avec un regard franc, sans fioriture. On a des choses à se dire. Le lendemain, l'histoire explosa dans les médias. Mais le nom d'Enzo resta inconnu. Laure l'avait protégé. L'après-midi, une voiture noire s'arrêta devant leur maison. Laure, en jonc et veste de pilote, entra. « J'espère ne pas déranger. » Elle s'assit sur le vieux canapé. « Le FBI a des pistes, mais je crois que le danger vient de l'intérieur. Quelqu'un dans ma société savait. Votre père travaillait sur un prototype pour nous. Après son accident, tous ses travaux ont disparu. Pas archivés, effacés. » Enzo sentit son estomac se nouer. « Vous pensez que son accident n'en était pas un ?» Laure hocha la tête. « Et l'attentat d'hier est peut-être lié. » Claire pâlit. « Vous impliquez mon fils ?» Laure répondit doucement. « Il a un don. Il a vu ce que d'autres ont ignoré. Je veux lui offrir une formation de pilote complète, dans le même modèle que celui de son père, un Skytrainer 172. » Enzo n'eut pas de réponse immédiate. Cette nuit-là, il lut la lettre de son père. Des schémas, des noms, des alertes sur des pièces défectueuses. Le lendemain, Enzo rencontra le formateur, Marc Vallon, ancien coéquipier de son père. « Il aurait été fier de toi, » dit-il. L'apprentissage fut intense. Enzo apprit à sentir le vent, à comprendre la machine. On ne lutte pas contre la gravité. On danse avec. Un jour, Laure lui tendit une veste usée. Elle appartenait à ton père. Enzo la passa. Elle lui allait parfaitement. Un soir, il reçut un message sur le téléphone sécurisé de Laure. « Rendez-vous hangar 4, seul. » Il montra le message à sa mère. Claire appela immédiatement Marc. « Laure est à Lyon. Elle revient vendredi. » Enzo blêmit. Ce n'était pas elle. En route vers la police, leur voiture fut bloquée par des berlines. Des hommes sans insigne les firent sortir, les menant dans un entrepôt.
L'odeur d'huile et de rouille emplissait l'air. Un homme en costume sortit de l'ombre, Hugo Perrin. Ton père pensait que la vérité suffisait. Il avait tort. Ce document nous aurait ruinés. Il s'empara du disque dur d'Enzo, mais les portes s'ouvrirent brusquement. Des agents du FBI envahirent le hangar, armes levées, les mains en l'air. Laure entra, implacable. Tu m'as toujours sous-estimé, Hugo. Aujourd'hui, un garçon t'a vaincu. Le lendemain, Laure fit une déclaration publique. Elle lut la lettre de Mathieu. Par ces mots, elle dénonça les défauts dissimulés, les vies mises en danger. Elle annonça la création de la bourse de l'air d'Elma, dédiée aux jeunes pilotes intègres. 2 semaines plus tard, Enzo se tint sur le tarmac, sa licence en main, la veste de son père sur les épaules. Le ski trainer ronronnait doucement. Marc posa une main sur son épaule. Prêt? Enzo hocha la tête. Il grimpa. Le cockpit l'accepta comme un souvenir. Il saisit les commandes. Le ciel s'ouvrit devant lui. C'était son tour.